Mesdames et messieurs, chers amis, notre débat à venir est placé sous le triple signe de l'excellence de l'Allemagne et de la pensée. Pourquoi l'excellence? Parce que nous avons deux excellences parmi nous, deux brillants diplomates. Pourquoi l'Allemagne, puisqu'ils ont été l'un et l'autre en poste dans ce pays? Ça va être un des objets principaux de notre entretien. Et pourquoi la pensée? Il se trouve que dans les deux titres des livres dont il va être question, il est question de pensée. Il y a Les autres ne pensent pas comme nous de Maurice Gourdeau-Montagne et Claude Martin, Quand je pense à l'Allemagne la nuit. Mais comme rien n'est trop beau pour notre festival de Pont-l'Évêque, non seulement nous avons la joie d'avoir ces invités distingués, mais en plus, une forme de bonus suprême, nous allons avoir une introduction par Jean-Michel Delaconté qui va nous parler de Madame de Staël et de l'Allemagne. Et ensuite, nous parlerons des deux livres dont je viens de mentionner les titres. Mon cher Jean-Michel, c'est à toi. Je serai bref, ne vous inquiétez pas. Très bien, c'est bien. Oui, quelques mots sur le livre de Madame de Staël de l'Allemagne. On ne dira jamais assez combien cette femme était immense. Alors qu'elle n'a pas vécu très longtemps, puisqu'elle est décédée à peine plus de 50 ans. Simplement, pour vous rappeler ce que vous connaissez d'elle sans doute, elle est née en 1766 et elle est morte en 1813. Et ça a été une longue vie d'exil par une opposition à Napoléon, qui d'ailleurs lui était presque plus opposé à elle qu'elle à lui. Enfin, il y avait un regard politique très différent naturellement sur le destin de la France. Ce qui fait que dans son exil, elle était d'autre part une grande voyageuse. Elle est allée en Allemagne. Elle est restée pas tellement longtemps finalement, dont elle a tiré quand même de l'Allemagne, qui est un livre monumental, sinon par le volume, au moins par l'importance. Et puis en Italie aussi, comme vous le savez sans doute, qui a été la trame, qui a servi de trame à son roman Corinne, qui lui a assuré un succès tout à fait remarquable. Et elle est également en Angleterre, où son livre d'ailleurs a été publié de l'Allemagne. Je lui donne la parole, je l'ai convoqué quelques instants si vous voulez, je ne serai pas long encore, je vous l'ai dit, pour commencer, et peut-être d'ailleurs, ce serait l'une des approches de la question de l'Allemagne aujourd'hui, a fortiori lorsque on est ambassadeur, comme vous l'avez été, messieurs. Simplement, voyez, regardez quelques lignes que je me permets de vous lire, parce que j'aime bien son style. C'est une femme, comme vous le savez, elle est directement héritée du siècle des Lumières et du XVIIIe, ça se ressent dans la force, la clarté, je dirais l'élégance de sa prose. Et en même temps, elle a ouvert très largement les portes au romantisme allemand vers la France, puisque Lamartine, Nerval et d'autres lui ont été de facto redevables. Je crois que l'un des points qui sont les plus marquants de la différence, logement, penser l'Allemagne par contraste avec penser la France. Après tout, de l'Allemagne, c'est une certaine façon de penser l'Allemagne, les Allemands et les Allemandes. Et par exemple, regardez, dès le premier chapitre, elle écrit ceci, que je vais avoir l'honneur de vous lire. Comme il n'existe point de capitale où se rassemble la bonne compagnie de toute l'Allemagne, l'esprit de société y exerce peu de pouvoir, l'empire du goût et l'arme du ridicule y sont sans influence. Évidemment, au fond, elle s'oppose à ce qui se passe et ce qui s'est passé en France. La plupart des écrivains et des penseurs travaillent dans la solitude ou seulement entourés d'un petit cercle qu'ils dominent. Je lis ça parce que c'est ce point très essentiel que l'Allemagne qu'elle voit, d'abord elle parle l'Allemagne le nord, le sud, elle parle l'allemand comme si c'était un tempérament national, bien évidemment, mais il y a cette idée que l'Allemagne est constituée, sauf évidemment la Prusse, par des petites principautés, c'est-à-dire par des petits cercles, et par opposition à la France, où bien évidemment règne un État en grande puissance. Et alors c'est très intéressant parce qu'on pourrait dire multiplicité des principautés, multiplicité donc des centres. Est-ce que c'est un inconvénient ou est-ce que c'est un avantage?
elle, je trouve qu'elle en tire beaucoup d'avantages. Et notamment, il y a une façon d'approfondir les lieux, si je puis dire, qui entourent et les sociétés qui sont particulières, qui permet une diversité. Et ce qui, je terminerai là-dessus. Encore une fois, j'ai dit que je serais bref pour laisser la parole à vous-même, qui savez tout cela beaucoup mieux que moi, bien évidemment. J'examinerai, je lis simplement ça. Il y a plein de choses, elle parle des femmes allemandes, c'est intéressant. L'amour en Allemagne, tout ça. L'image qu'elle a des Allemands, ce sont des gens de loyauté, de robustesse, elle y revient beaucoup, de fidélité, de sérieux. Je ne sais pas si ça correspond à la réalité actuelle, mais en tout cas, c'est ce qu'elle met en avant. Je vous lis simplement ça. J'examinerai séparément l'Allemagne du Midi et celle du Nord. Mais je me bornerai maintenant aux réflexions qui conviennent à la nation entière. Principautés diverses, mais nation entière. Les Allemands ont en général de la sincérité et de la fidélité. Ils ne manquent presque jamais à leurs paroles et la tromperie leur est étrangère. Si ce défaut s'introduisait jamais en Allemagne, ce ne pourrait être que par l'envie d'imiter les étrangers, de se montrer aussi habiles qu'eux et surtout de n'être pas leur dupe. Mais le bon sens et le bon cœur ramèneraient bientôt les Allemands à sentir qu'on est fort par sa propre nature et que l'habitude de l'honnêteté rend tout à fait incapable, même quand on le veut, de se servir de la ruse. Être fort de sa propre nature, j'aime assez bien cette idée pour tout vous dire, et je crois que c'est un des caractères de l'Allemagne, tel qu'elle le dit, Madame de Stel, qui mérite considération. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour cette introduction. Écoutez, messieurs, pour lancer notre conversation, moi, je vous propose de répondre à la question posée par Madame de Stel et par son porte-parole de luxe, Jean-Michel de la Comté. Est-ce que, fort de votre expérience, vos expériences respectives en Allemagne, on peut parler d'un caractère national allemand? Et évidemment, on vous pose la question par contraste avec ce qui serait un caractère national français. Peut-être Maurice Gourdeau-Montagne pour commencer. Est-ce que c'est une notion qui vous paraît faire sens? D'abord, je suis toujours très frappé quand j'écoute ce type de citation. D'abord, l'époque à laquelle ça a été fait, c'est une époque où tous ceux qui pensent en France et en Allemagne sont, je dirais, sur la même ligne, sur la même longueur d'onde. Et elle fait référence certainement à un caractère allemand qui est celui des hommes et des femmes qu'elle a rencontrés, qui sont, je dirais, sur le plan des idées, sur le plan du goût de la liberté, complètement accordé. Et jusqu'en 1848, je crois que nous sommes parfaitement en phase avec les Allemands. C'est le nationalisme allemand qui est naissant, puisqu'elle parle de la nation allemande, et elle écrit sans doute après l'appel à la nation allemande qui a été lancé par Fichte en 1806 après Iéna. Elle voit une nation allemande et elle essaie de trouver un des caractères communs. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'elle parle de l'Allemagne dans sa diversité. Il y a en Allemagne, et je pense que Claude Martin sera de mon avis, des particularismes innombrables et qui ont demeuré jusqu'à aujourd'hui. Le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, les religions, des pays inclassables comme les Souabes. Bref, alors y a-t-il une nature des Allemands? Personnellement, j'ai eu en général à me louer de la sincérité allemande. Alors on trouvera sans doute, nous, qu'ils sont trop comme ci ou trop comme ça, pas assez carrés, pas assez subtils, pas assez ronds. Enfin, on peut compter sur les Allemands. Moi, je sais, par expérience, que j'ai toujours eu avec les Allemands une relation qui était nette et claire, et que parole donnée était tenue. Voilà ce que je pourrais dire, qui me fait me joindre largement à ce texte. Et l'ensemble est absolument magnifique. J'avais lu ça il y a très très longtemps. Vous donnez envie de relire Madame de Staël. C'est absolument magnifique. Claude Martin, est-ce que vous approuvez cette expression de caractère national, et est-ce que vous le retrouvez, si vous l'avez identifié, dans ce qu'en a dit Maurice Gourdeau-Montagne? Oui, nous sommes évidemment impressionnés de la même façon par le fait que l'Allemagne est à la fois une et diverse. Moi, j'ai passé 9 ans en Allemagne, et j'ai passé mon temps à me dire, est-ce qu'on peut parler des Allemands ou est-ce qu'on peut parler de la variété de l'Allemagne?
Avant Germaine de Staël, beaucoup d'étrangers surtout, se sont amusés à essayer de définir le caractère national allemand. Moi, je vous recommande deux rapports de Machiavel à son prince. Machiavel traverse l'Allemagne et fait un portrait des Allemands absolument extraordinaire. Je ne veux pas le paraphraser, je vous encourage à retrouver. Il est dans les œuvres complètes de Machiavel dans la Pléiade. Je tiens d'un des descendants de Guillaume II, prince de Prusse, que nous avons connu tous les deux, une définition des vertus allemandes: l'honnêteté, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, la ponctualité, ça vient tout de suite en numéro 2, et troisièmement, Sparsamkeit, l'esprit d'économie. Et on le rencontre aujourd'hui encore dans toutes nos relations avec l'Allemagne. Ça, c'est ce qui fait que l'Allemagne est une. Ceci dit, il y a une très grande diversité, c'est vrai, et comme le dit Germaine de Staël, comme vous l'avez dit à l'instant, au fond, l'Allemagne fédérale d'aujourd'hui, on oublie en France combien elle est fédérale. Dans mon livre, je raconte de nombreuses anecdotes par lesquelles on voit que les Français ont encore du mal aujourd'hui à comprendre que l'Allemagne est un État fédéral. Germaine de Staël, suisse, avait plus de facilité pour comprendre cette décomposition de l'entité allemande en un certain nombre, qui se déclinait entre un certain nombre de types spécifiques. Mais c'est vrai qu'entre Hambourg et la Bavière, Pont-l'Évêque est jumelé avec une commune bavaroise, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, bien sûr, mais entre la Rhénanie, qui nous semble si proche, parce qu'elle est juste de l'autre côté du Rhin, et le Brandenbourg ou la Poméranie, on a des variétés très grandes. Mais les trois vertus allemandes que je citais tout à l'heure, elles sont bien là. Alors évidemment, nous allons parler de l'Allemagne, mais en miroir avec la France, donc les relations franco-allemandes. Et il y a quand même une notion dont il faut faire justice, ou au contraire accréditer. C'est une expression qui est passée dans le langage courant, c'est le couple franco-allemand. Alors il y a deux positions. Il y a des gens qui vont disserter sur le couple franco-allemand, et il y a des gens qui ne vont pas le faire en vous expliquant que ça n'existe pas. En réalité, il n'y a pas de couple, chacun suit sa voie, suit la voie de ses intérêts, que c'est un abus de langage de parler de couple. Il y a deux entités séparées qui parfois peuvent se rejoindre au gré des intérêts communs, mais divergent souvent quand les intérêts cessent d'être communs. Est-ce que pour vous, vous utilisez l'expression couple franco-allemand? Est-ce que ça correspond vraiment à une réalité, à une relation spécifique entre ces deux pays par rapport à d'autres relations que la France peut avoir avec d'autres pays? Alors là, on revient sur la singularité de la relation franco-allemande. Oui, le terme de couple est très souvent utilisé, mais c'est les Français qui utilisent ce terme. Évidemment, nous y mettons une notion, je dirais, affective extrêmement forte, qui est une notion un peu possessive aussi. Dans un couple, on a l'impression qu'on tient un peu l'autre, et ça, c'est important. Si la notion de couple existe dans la relation franco-allemande, elle est plutôt, je dirais, une notion qui doit aboutir au compromis. Dans un couple, il y a des compromis permanents. Le couple franco-allemand fonctionne sur la base de la recherche du compromis et de la volonté de compromettre, car nous sommes toujours sur une position, tandis qu'ils sont sur une position qui est en général radicalement opposée, ou presque. Moi, je n'aimais pas trop utiliser le terme de couple. Quand j'étais en Allemagne, je parlais plutôt d'attelage, de tandem. Et j'aime bien l'attelage, parce que l'attelage est censé tirer dans la même direction. Et je disais souvent aux Allemands, et ça les amusait, je leur disais, vous savez, l'attelage, en Afrique du Nord, peu importe quelles sont les deux montures. Ça peut être un chameau et un âne. Je ne sais pas qui est dans le rôle de l'âne, mais en l'occurrence, ni dans le rôle du chameau. Mais en l'occurrence, il faut tirer dans la même direction avec quelquefois deux bêtes qui sont très différentes. Eh bien, entre la France et l'Allemagne, l'essentiel est de tirer dans la même direction. Claude Martin, est-ce que vous reprenez à votre compte? Est-ce que vous êtes vous aussi dans un registre affectif? Est-ce qu'il y a un couple franco-allemand ou plutôt un attelage? Moi non plus, je n'ai pas utilisé volontiers, quelquefois ça m'a échappé, mais je n'ai pas utilisé volontiers l'expression couple franco-allemand. Je pense qu'il y a au départ un partenariat. Et ce partenariat, il a été installé par De Gaulle et Adenauer en 1963 pour faire que la France et l'Allemagne s'entendent bien, mais pour qu'ensemble, la France et l'Allemagne, elles tirent l'Europe. Et elles construisent l'Europe avec un moteur franco-allemand. Et je préférais le mot de moteur pour caractériser ce type de relation. À l'intérieur du partenariat ainsi installé, qui a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où ça a très bien marché, à d'autres
moment, ça a très très mal marché. À l'intérieur, il y a une relation humaine entre les deux principaux dirigeants, entre le président français et le chancelier allemand. Problème qui fait d'ailleurs que le Premier ministre français a toujours du mal à se caser dans cette relation qui est une relation entre deux hommes ou entre un homme et une femme. C'est le problème du couple à trois. Voilà, mais le Premier ministre joue très peu de rôle en fait dans cette relation, le Premier ministre français. C'est vraiment une relation entre le président de la République française et le chancelier ou la chancelière allemande. Alors, ce duo a été de temps en temps un couple. Il y a certainement eu, d'une certaine façon, au départ, un vrai couple que moi je trouve extrêmement émouvant entre De Gaulle et Adenauer. Il y a eu une sorte de trou ensuite entre Georges Pompidou et Willy Brandt, qui étaient tous les deux des hommes d'État tout à fait remarquables, mais qui n'ont jamais réussi ni à se comprendre, ni à s'entendre. Il y a eu de nouveau un couple entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Et je considère que ce sont, même dans ces années-là, il y a eu une sorte d'âge d'or de la relation franco-allemande. Il y avait vraiment un couple entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Ils se sont très très bien entendus, ils étaient vraiment des amis. Et puis ensuite, entre François Mitterrand et Kohl, ça a très bien marché. On a vu beaucoup d'images, il y a eu énormément de choses qui ont été faites ensemble, mais c'était une relation extrêmement ambiguë, que dans mon livre d'ailleurs à un moment je caractérise comme une relation de double duplicité, c'est-à-dire que chacun se sert de l'autre pour des motivations qui sont surtout des motivations nationales. On a besoin de l'autre, mais on se trahit aussi beaucoup, et surtout sur la fin. Et puis il y a eu de nouveau un couple, un vrai couple, et un couple très fort, et Maurice Cour-de-Montagne l'a vécu autant que moi, entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder, parce que le contexte l'a permis, parce que le chancelier nouveau qui était à la tête de l'Allemagne, dans une Allemagne nouvelle, dans une capitale nouvelle, était confronté à des défis nouveaux, la guerre de l'Irak et d'une façon générale une crise de la relation entre l'Allemagne et l'Amérique qui l'a rapproché de nous. Et Jacques Chirac était l'homme qu'il fallait pour répondre à cette attente. Donc ça a très bien fonctionné. Et depuis, je dirais franchement, sans m'engager beaucoup, qu'on n'a pas vu renaître un couple de cette qualité dans les étapes successives. Claude Martin a précédé ma question. En effet, j'allais vous demander, selon vous, quels avaient été les couples, regardons cela pour la commodité de la conversation, quels avaient été les couples les plus harmonieux et les plus disharmonieux? Alors je suivrai tout à fait Claude Martin, mais je voudrais ajouter un point. Il faut voir quand même d'où on est parti. Quand Claude Martin dit à juste titre que la relation entre De Gaulle et Adenauer est quelque chose d'émouvant, oui, ça l'est. C'est 17 ans après la fin de la guerre. On a les dévastations de la guerre qui sont encore là. C'est pas très loin. Il y a des anciens combattants de tous les côtés. Il y a des résistants. Il y a l'Allemagne qui se reconstruit avec un appel fait à des gens qui eux-mêmes avaient servi le régime hitlérien. C'est donc très très compliqué comme époque. La France elle-même est traversée par énormément de difficultés. Et De Gaulle et Adenauer se reconnaissent. Et il y a une très belle phrase entre les deux qui, je lui ai tendu la main, dit De Gaulle, un peu comme Montesquieu avec son ami. Je lui ai tendu la main. Il était le seul à pouvoir recevoir cette main. Adenauer avait sauvé l'honneur. Il était très vieux, très vieil homme politique. Il avait été maire de Cologne pendant la guerre de 14. Et pendant 8 ans, il avait été reclus à Marialard comme opposant au régime hitlérien. Et pour De Gaulle, il fallait trouver un Allemand qui soit celui qui ait sauvé l'honneur et avec lequel on puisse parler. Et il l'a fait. Et nous avons vécu tous les deux des cérémonies à Ludwigsburg, donc dans le sud de l'Allemagne, qui était là où De Gaulle avait prononcé son fameux discours à la jeunesse allemande. Vous êtes les enfants d'un grand peuple. Oser dire ça en 1962, c'était faire preuve d'une très grande hauteur de vue. Donc on a démarré avec les Allemands sur quelque chose de très fort. Une Allemagne qui était séparée, une Allemagne où les familles étaient divisées, une Allemagne qui avait énormément souffert d'après la guerre, parce que, ça je le dis beaucoup dans mon livre, je crois qu'on sous-estime le prix que les Allemands ont payé de la guerre. Ils ont dévasté, mais ils ont été dévastés. Et ils ont été dévastés dans leur chair aussi. Donc là, on pourrait entrer là-dedans, c'est très très fort. Donc les couples, oui, je pense que le livre de Claude Martin est absolument unique dans la description de ces couples depuis le début, comme il l'a dit là, jusqu'à Schröder. Mais ces couples n'ont pas toujours marché du premier coup. Quand on regarde par exemple Chirac-Schröder, le premier mandat de l'un et de l'autre, ça s'est fait, je dirais, avec beaucoup de méfiance et finalement une absence totale de connaissance. Qu'est-ce qui les a réunis?
c'est finalement un projet commun. Ce projet commun, un projet politique, qui était de dire non à l'Amérique au moment de la guerre en Irak. Parce qu'il y avait, rappelons-nous, à l'époque des manifestations dans toute l'Europe, et il y avait ce que Joschka Fischer, que Claude Martin a beaucoup pratiqué. Moi, j'étais le conseiller diplomatique du président à l'Élysée, mais Claude Martin était notre ambassadeur à Berlin. Donc nous étions constamment en relation. Et Joschka Fischer avait dit à l'époque, c'est le début d'une conscience européenne. Face à la guerre, une guerre injuste, illégitime. Et là, Chirac et Schröder ont conçu l'un pour l'autre, je dirais, se sont renforcés l'un et l'autre pour aller contre la guerre. Ils s'étaient déjà admirés dans la manière dont leur deuxième mandat avait sorti. Pour Schröder, voir un président Chirac dans son palais de l'Élysée, avec des dorures partout, s'opposer fondamentalement à Le Pen dans son combat, comme n'oublions pas d'où venait Schröder, qui était lui-même né dans les ruines de Berlin, jeune socialiste allemand, etc. Chirac, c'est un autre monde pour lui. Eh bien, il voit Chirac et il impressionne Chirac. Chirac admire Schröder parce que Schröder a gagné sa campagne électorale avec dans des inondations effroyables dans le sud de l'Allemagne, où Schröder met des bottes, enfin bon, il va sur le terrain. Il faut, je crois, dans les couples franco-allemands, une admiration l'un pour l'autre, très forte, et un projet commun qui vous soude. C'est ce qu'on a revu, Sarkozy-Merkel, très difficile. Et on a quand même terminé, lorsqu'on a réglé la question des dettes souveraines, et notamment le fait de savoir si on allait faire sortir la Grèce ou non de la zone euro, et bien là, il y a eu une admiration réciproque, et on a parlé du Merkozy, rappelez-vous. Alors c'était un couple étrange, parce qu'en fait, il y avait sans doute du côté de Mme Merkel un fort agacement devant le vibrionnisme de notre président de la République de l'époque, et il y avait, de la part de notre président, un fort agacement de voir cette chancelière qui tardait tant à décider. Mais là, nos systèmes politiques sont différents. Comme l'a dit le chancelier Scholz, le travail du chancelier, c'est de créer des majorités. C'est ça, son boulot. Parce qu'il a toujours à faire, une coalition qui est très difficile à arranger. C'est encore le cas en ce moment. Donc, les couples, c'est très difficile à construire, mais effectivement, il y en a eu, et c'est important. Mais il ne faut pas abuser du terme dans la relation franco-allemande. Comme j'aime bien que nos invités aient des ennuis quand même pour les propos qui tiennent, c'est à quel couple correspond selon vous le plus bas de la relation franco-allemande? Alors, soit pour des raisons historiques, soit pour des raisons personnelles, parce que simplement c'est une affaire d'atome crochu aussi, mais que ça soit cette raison personnelle ou pour le contexte historique, à quel moment vous pensez vraiment les relations allemandes ont été au plus bas? Je voudrais une réponse de chacun d'entre vous, évidemment. Dans l'histoire, après la très belle période, mais trop courte, de Gaulle-Adenauer, Pompidou-Brandt, ça a vraiment été très mauvais. Ça a été glacial. Du côté Pompidou, il y avait même à certains moments presque une répulsion pour l'interlocuteur qu'il avait en face de lui, qui était pourtant un grand homme. Willy Brandt était un grand homme dans l'histoire de l'Allemagne moderne, mais il n'arrivait pas à s'entendre. Et Pompidou avait fait des déclarations d'ailleurs en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il fallait qu'il y ait absolument un partenariat privilégié avec l'Allemagne, surtout avec un chancelier comme celui-là. Et l'ost politique déclenché par Brandt n'a fait que aviver les soupçons de Georges Pompidou à l'égard de ce chancelier. Donc c'était très bas. Le tout début de la relation Chirac-Schröder, c'était aussi extrêmement périlleux. Il y a des moments où on a cru qu'on était arrivé à une crise violente. Des mots que j'ai entendus et que je n'ai pas rapportés dans mon livre, d'autres que j'ai rapportés de façon un peu plus feutrée, montrent à quel degré on en était arrivé dans l'hostilité réciproque. Et souvent, les grands amours naissent de grandes haines, ou en tout cas de grandes méfiances. Et c'est le cas. Et je dois dire que, tout en étant maintenant très éloigné des choses, Maurice est sans doute plus au contact de la diplomatie d'aujourd'hui, j'ai l'impression que la température en ce moment entre le chancelier Scholz et notre président de la République est proche de zéro. Maurice Gourdeau-Montagne, sur ce bulletin météo, est-ce que vous le validez? Et puis, historiquement, à votre avis, quel a été le plus bas de cette relation? Je ne peux que souscrire totalement à ce que vient de dire Claude Martin, du début de son propos jusqu'à la fin. C'est parfait. Alors, la relation franco-allemande, on l'a dit, c'est une affaire de personnes, mais c'est une affaire de contexte historique. Alors, je voudrais avec vous examiner les conséquences de deux chamboulements historiques majeurs sur les relations franco-allemandes et vous demander à quel point ça les a affectés. Évidemment, je commence par la réunification. Quel est l'avant et l'après des relations franco-allemandes, avant
et après la réunification allemande. Maurice Gourdeau-Montagne. Est-ce que ça a changé fondamentalement? Ce qui change fondamentalement, c'est que le centre de gravité de l'Allemagne va se déplacer, puisque ce n'est pas un hasard si la décision a été prise de faire passer Bonn à Berlin. Et je pense que Claude en parlera mieux que moi, parce qu'il a vécu effectivement le transfert physique et le débat qui a eu lieu en Allemagne. Mais ça a été, je dirais, d'abord ce déplacement d'une capitale qui était proche de nous, sur le Rhin. L'Allemagne rhénane nous est proche. L'Allemagne rhénane est quasiment dans nos catégories intellectuelles et politiques. Quand on va à Berlin, on se rapproche d'une autre partie de l'Europe. Berlin est à 80 km de la frontière polonaise, établie en 1945, et donc on est déjà dans un autre monde. De surcroît, et après cette unification, il y a eu l'extension de l'Union européenne avec l'adjonction des pays d'Europe centrale et orientale qui, en 2004, ont rejoint l'Union européenne. Et là, c'est un basculement total. On n'est plus du tout dans, je dirais, dans la répartition des forces au sein de l'Europe telle qu'elle existait auparavant. C'est des sujets que Claude a traités directement. Je dirais, 2004 également, moi j'étais chez le président, nous étions dans une situation où nous entrions dans l'inconnu, avec une Allemagne au milieu qui est de l'Est et de l'Ouest. Elle était de l'Ouest avant 1991, elle était restée encore un peu de l'Ouest tant qu'on n'avait pas fait l'élargissement, mais là, quand on voit l'Allemagne et qu'on l'interroge par exemple dans un sondage Pew, vous savez, PEW, ces fameux sondages, on avait posé la question il y a une dizaine d'années aux Allemands, quelle que soit leur localisation géographique, vous sentez-vous de l'Est ou de l'Ouest? 50% répondaient je me sens de l'Est et 50% de l'Ouest, indépendamment des nouveaux Länder. C'est dire qu'on est à cheval sur deux mondes. Ce que nous voyons aujourd'hui avec le débat allemand dans la guerre en Ukraine montre le trouble profond d'un pays qui est de l'Est et de l'Ouest, qui a des sensibilités qui sont historiques, une mémoire historique, une mémoire émotionnelle qui est liée aux deux côtés. Et donc, je crois que ces deux phénomènes-là ont énormément changé la donne. On verra ce qui suit après cette guerre en Ukraine, comment on arrive avec également un basculement des centres de gravité sur le plan de la défense, notamment avec la Pologne et les Baltes, comment on arrive à gérer tout ça sur un certain nombre de plans. On va revenir sur la guerre en Ukraine, évidemment, dans un instant, mais je reste d'abord sur la réunification. Je me tourne vers vous. Claude Martin, qu'est-ce que ça a changé fondamentalement dans la relation franco-allemande? Qu'est-ce que vous ajouteriez aux propos de Maurice Gourdeau-Montagne? Nous sommes d'accord en permanence. On va trouver des motifs de désaccord. C'est ma spécialité. Je ne peux qu'approuver et renchérir. Nous avons eu de 1949 à 89 une Allemagne qui nous était proche à tout point de vue, mais qui était d'abord proche géographiquement. Elle était dirigée pour l'essentiel, et surtout pendant la période Adenauer, par des Rhénans. C'était juste de l'autre côté du Rhin. C'était aussi pour beaucoup des catholiques. C'était une Allemagne sympathique. Et le jour où tout d'un coup il a été clair qu'il y aurait une autre Allemagne, qu'elles allaient fusionner, puisqu'il y a eu diverses hypothèses de deux États, puis de confédération, et finalement c'est la fusion qui l'a emporté, il y a eu une véritable panique. Mais en Allemagne aussi, le déplacement de la capitale à Berlin a été voté à une voix de majorité au Bundestag. Les Rhénans avaient très peur eux-mêmes de déplacer leur capitale. Certains me disaient qu'ils avaient très peur de redevenir méchants. La Prusse, on ne sait pas ce que ça va nous faire d'aller retourner en Prusse. Donc il y avait tout un débat, et ce débat, évidemment, il existait en France, il existait même bien plus en France. Cette Allemagne n'est plus tout à fait proche de nous, géographiquement, mais elle va s'éloigner à tout point de vue, etc. Alors je dois dire, si je peux introduire un élément personnel dans ma réponse, que moi c'est cette Allemagne-là qui m'intéressait. Et j'avais dit au président de la République à 2 reprises, je relate une conversation dans ce livre, que je n'irais comme ambassadeur en Allemagne que si c'était à Berlin. Et que j'étais prêt à attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, puisque entre la décision de transférer la capitale et l'exécution, les Allemands ont pris leur temps. C'était très très difficile de transporter toutes les administrations qui étaient à Bonn à Berlin. Et bien moi j'attendais aussi avec impatience, parce que cette Allemagne fantastiquement nouvelle, normale, avec une belle capitale qui était sa capitale traditionnelle. Bon, c'était la capitale du nazisme sans doute, mais c'était aussi la grande capitale de la Prusse, et
c'était surtout une fantastique capitale culturelle. Et il y avait en France, en tout cas, des gens qui attendaient Berlin et qui étaient tous les plus éminents représentants du monde culturel français qui savaient ce que Berlin voulait dire. Donc, il y a eu ce déplacement à Berlin qui, à mon avis, a fait mûrir l'Allemagne, qui a changé la mentalité non seulement publique en général, mais politique en particulier. L'Allemagne, qui était quand même un peu provinciale, à Bonn, est devenue, à la face du monde, un très grand pays, une très grande puissance, pas seulement par sa puissance économique, mais par le rayonnement de sa capitale. Alors, on a aussi beaucoup glosé sur le fait que cette Allemagne qui était si proche de la Pologne, qui allait retrouver tout son espace vital à l'Est, allait aussi pour cela s'éloigner de nous. J'ai vécu une expérience qui m'a un petit peu corrigé cette vision. La première parce qu'en Allemagne même, l'Allemagne de l'Est, pendant les 9 années que j'ai passées en Allemagne, je l'ai vécu chaque jour pratiquement, nous était presque plus proche que l'Allemagne de l'Ouest. Il y avait en Allemagne de l'Ouest une espèce de lassitude. Oh oui, les Français, depuis le temps qu'on se réconcilie avec les Français, bon, c'est fait. Il faudrait un petit peu s'occuper d'autre chose. Tandis que cette Allemagne de l'Est qu'on avait ignorée, parce qu'on a mis très longtemps à reconnaître la RDA, et puis ensuite, bon, elle était de toute façon très très coupée de la communauté européenne et de l'Ouest en général. Cette Allemagne de l'Ouest s'est jetée dans nos bras avec passion et avec une curiosité beaucoup plus grande que ne l'avaient fait même en 1949 les Allemands de l'Ouest. Ça, c'est pour l'Allemagne de l'Est. Et puis après, alors au-delà, la Pologne, la Tchécoslovaquie, enfin la Tchéquie et la Slovaquie, la Roumanie, etc., se sont révélés aussi des pays qui n'étaient pas aussi désireux de rétablir très très rapidement une coopération intensive avec l'Allemagne, ou qu'en tout cas nous pouvions le faire ensemble. Et tout le jeu que nous avons mené, avec plus ou moins de succès, mais quand même avec certains succès, français et allemands, a été de faire en sorte que nous ne soyons pas concurrents, que nous ne soyons pas rivaux, mais si possible que nous soyons partenaires dans cette redécouverte de l'Europe de l'Est. Et il peut y avoir des hauts et des bas là aussi. L'Allemagne que nous avons aidé à renouer des liens fraternels, en tout cas des liens amicaux avec la Pologne, dans le cadre de ce qu'on appelle le triangle de Weimar, a connu certains déboires. Et on voit que de temps en temps les relations germano-polonaises sont bonnes, et à d'autres moments, tout d'un coup, elles sont traversées à nouveau par des ouragans. Mais dans l'ensemble, la prophétie, ou plutôt la crainte qu'avaient beaucoup de gens que l'élargissement se traduise en fait par une domination de l'Allemagne sur cette Europe de l'Est, ne s'est pas vérifiée. Vous vouliez ajouter quelque chose, Maurice Gourdon-Montagne? Je voulais ajouter à ce qui a été dit sur le transfert de la capitale qu'il faut bien voir que la capitale, au sens allemand du terme, Berlin n'est pas Paris. Parce que le système démocratique allemand, le système institutionnel allemand, les Länder, avec leur gouvernement, leurs 16 gouvernements, leurs 16 assemblées, leur gouvernement de Länder responsable devant les assemblées des Länder, les compétences qui leur sont dévolues, l'ensemble des villes allemandes qui ont toutes des industries, une chambre de commerce, un journal, un musée, un orchestre symphonique. Là, je dirais la décentralisation, la déconcentration de l'Allemagne est quelque chose dont nous n'avons souvent, nous Français, pas idée. On transpose sur l'Allemagne ce que nous vivons nous. Donc Berlin, c'est Paris. Non, Berlin, oui, c'est l'administration fédérale, c'est le Bundestag. Ça, oui, c'est donc très important, et ça donne ce qu'a dit exactement Claude Martin. Mais je pense que largement, la répartition des pouvoirs en Allemagne tempère ce que pourrait être une capitale d'un grand État unifié. Ça, c'est important. Et sur un autre point sur lequel Claude Martin a parlé, qui est donc l'Allemagne, ces nouveaux Bundesländer, ces 5 nouveaux Länder fédéraux de l'Allemagne qui étaient de l'Allemagne de l'Est. Est-ce que nous avons fait assez vis-à-vis d'eux? Ça, c'est une grande question que je me pose. J'ai l'impression que nous avons, effectivement, n'avons pas répondu à l'attente que ces pays, je dirais, nous adressaient. Un jour, j'avais rencontré, parce que c'était des anciens communistes, donc on se méfiait énormément. Un jour, j'ai fait une conférence, un souvenir personnel, à Genshagen, qui est un petit château au sud de Berlin, dans le Brandenburg, une fondation franco-allemande et maintenant polonaise. Et je parle des relations culturelles franco-allemandes.
qui est un sujet fondamental de ce qui nous regroupe. Et un livre venait d'être publié qui faisait état de ce qui avait été fait en Allemagne de l'Est pendant 40 ans, où a existé cette république, dans ce domaine des relations culturelles franco-allemandes. Et à la fin de l'exposé, on parle avec les uns et les autres, et un monsieur s'avance vers moi et me dit « Je suis très sensible à ce que vous avez dit. » Ah bon? Et dans un excellent français, on parlait l'allemand dans ces réunions, lui me dit en français « J'étais le directeur du centre culturel est-allemand à Paris. Et je suis touché d'abord d'avoir été invité. Ma vie, ça a été la France. » Et je pense que j'ai été très touché de cela. Je suis resté en relation avec lui après. Il devait être un très très bon communiste est-allemand pour pouvoir être nommé à Paris, où il avait été pendant 10 ans. Il avait fait un travail, je dirais, de fond sur ce qu'était la relation intellectuelle franco-allemande. Et je pense que nous sommes passés à côté d'un certain nombre de trésors comme ça. Bon, c'était un homme d'un certain âge. Nous avons manqué des opportunités d'être plus proches aussi par ce côté-là de l'Allemagne, où il y a une vraie Allemagne. Alors on nous dit que le temps commence à presser, donc je voudrais examiner avec vous le deuxième événement historique au miroir duquel examiner les relations franco-allemandes. Si vous l'avez dit tout à l'heure, la guerre en Ukraine, l'agression russe contre l'Ukraine. On a eu l'impression quand même que ça avait réveillé des lignes de clivage qui n'étaient pas loin de devenir des lignes de fracture par moment. Là aussi, quelles ont été les conséquences principales de cet événement historique sur les relations franco-allemandes? Maurice Gourdeau-Montaigne, je vous redonne la parole. C'est très difficile. D'abord, puisque nous parlons de l'Allemagne, regardons l'Allemagne. Cette guerre en Ukraine est un choc d'abord pour les Allemands. Les Allemands, où gouverne une coalition qui regroupe tous les contraires. Vous n'avez que des gens qui pensent différemment les uns des autres. Que ce soit entre le Parti libéral, qui a le ministère des Finances, le Parti des Verts, qui est plutôt pacifiste, mais qui en l'occurrence a été le plus jusqu'au boutiste dans les livraisons d'armes à l'Ukraine, et puis le chancelier au milieu avec le SPD, dont il faut savoir que son président de groupe parlementaire est son ennemi le plus farouche, alors qu'il doit faire des majorités au sein du Bundestag. C'est donc une équation extrêmement difficile. On ne comprend pas l'Allemagne si ce n'est pas ça. Par ailleurs, je vous l'ai dit, l'Allemagne est de l'Est et de l'Ouest. L'Ukraine, ce sont des territoires que les Allemands connaissent. La Russie, c'est une vieille relation depuis le Moyen-Âge, la relation entre l'Allemagne et la Russie. Donc ce qui se passe là-bas les trouble énormément. Ils sont dans le camp de l'Ouest. Et il se trouve que par ailleurs, leur économie est démolie par ce qui se passe, l'énergie bon marché, et puis la défense. Comment est-ce que nous réagissons par rapport à une Allemagne qui, elle, de façon très particulière, se trouve face à cet événement? Et donc, eh bien, je crois que nous sommes sur des voies de concertation, notamment à travers la procédure européenne, le Conseil des ministres européens, mais que, somme toute, l'Allemagne est prise par une problématique qui est encore plus grave que nous, sur tous les plans, psychologiquement et politiquement, économiquement et sur le plan de la défense. Alors comment on peut se retrouver? Bon, on a ce déplacement, on l'a dit, de centre de gravité de la défense, et nous-mêmes avons pris des mesures. La France a voté une loi de programmation militaire sur les 5 prochaines années, considérable. Les Allemands ont décidé, avec cette fameuse Zeitenwende, ce tournant des temps, de créer un fonds de 100 milliards. Mais c'est très difficile en Allemagne de sortir de la règle budgétaire. Donc il a fallu une décision de la Cour constitutionnelle pour dire « Ah ben oui, on va pouvoir emprunter pour pouvoir abonder ce fonds ». Pour l'instant, les allocations du fonds ne sont pas faites. Est-ce que l'Allemagne va vraiment évoluer sur une doctrine d'emploi de troupes qu'elle a du mal à recruter? Parce que la Bundeswehr a beaucoup de mal à recruter, d'autant plus que l'Allemagne, de mon point de vue, je ne sais pas si Claude partagera ce point de vue, est culturellement, politiquement, profondément pacifiste, parce qu'elle a vécu des épreuves de guerre et de défaites, et qu'elle a été, je l'ai dit, dévastée sur le plan humain. Comment est-ce que les choses vont évoluer? Comment est-ce qu'on va se retrouver? Et on a les Polonais qui décident d'avoir une armée de 500 000 hommes. Les Polonais qui décident d'ici 2030 d'avoir 4% de leur budget consacré à la défense. Avec quel argent d'ailleurs? La question pourra se poser. Comment est-ce qu'on va s'entendre? Et là, on revient au fameux triangle de Weimar. Est-ce qu'on est capable, on a commencé à le faire, les 3 présidents, Macron, enfin le chancelier et le président Duda de Pologne, est-ce qu'on peut trouver un moyen de travailler ensemble et d'élaborer un concept de sécurité? Mais pour le moment, tout le monde est du côté... Enfin, l'Allemagne et la Pologne se sont jetés dans les bras des Américains. Nous avons une vision un peu différente. Donc, le chemin va être très très long. Les conséquences de la guerre en Ukraine, à mon avis, nécessiteront une volonté politique considérable pour essayer de trouver des projets communs qui nous permettent d'avancer.
Claude Martin, donc la relation franco-allemande au miroir de la guerre en Ukraine, avec ce que vient de dire Maurice Gourdeau-Montagne, on voit bien qu'il y a une grande différence entre les Allemands et les Polonais, qui ne jurent que par les Américains. Je me réfère à un entretien croisé qu'ont donné les deux ministres de la Défense dans Le Monde cette semaine, où on voyait bien la ligne de clivage, et les Français qui sont sur une ligne différente, plus européenne, plus indépendante. Voilà, 2 questions en une. Et ce sera la dernière, puisque nous avons une lecture ensuite. Je vais répondre de façon un peu indirecte à votre question, disant que la politique allemande, la vie politique allemande et la diplomatie allemande aiment le temps long. Ça a pris du temps, il y a eu des changements plus rapides dans la première période, mais enfin ensuite on s'est habitué à la longueur. 16 ans de Kohl, 16 ans de Merkel. L'Allemagne n'aime pas changer facilement quand elle est installée dans quelque chose qui lui semble assurer sa prospérité et sa tranquillité. L'Allemagne aime par-dessus tout ce qui est paisible et ce qui ne crée pas de danger supplémentaire. L'un de mes interlocuteurs, qui était d'ailleurs dans le patronat allemand responsable des relations entre l'Allemagne et la Russie, aimait souvent citer cette citation de Bismarck: l'Allemagne est un pays tranquille, malheureusement elle a à l'ouest un voisin qui est intranquille. Bon, et c'est sans doute pour ça que Bismarck voulait nous tranquilliser. Mais la mentalité allemande est celle-là. Déjà la réaction pendant la période Chirac-Schröder, de venir se réfugier un peu à l'ombre de Jacques Chirac et de la politique française, c'était parce que ce que George W. Bush semblait vouloir tenter du côté de l'Irak et ailleurs, ça créait beaucoup d'incertitudes en Allemagne par rapport au refus tout simplement d'aller s'engager dans des aventures. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une époque tout à fait semblable, plus compliquée encore, et plus compliquée encore dans le rapport franco-allemand, parce que, sans vouloir du tout m'apesantir sur ce point, la diplomatie française est elle-même un peu changeante déjà, et elle s'est cherchée, et elle continue à se chercher, elle arrive à manier une chose et son contraire dans des espaces de temps rapprochés. L'Allemagne cherche sa voie depuis que l'aventure ukrainienne, depuis que la catastrophe ukrainienne, pour employer un autre mot, s'est abattue. Pour des Allemands qui n'auraient certainement pas souhaité qu'on en arrive là, c'est la perplexité qui règne en Allemagne. Les Allemands auxquels je parle de ci ont toujours cette phrase à l'esprit: Wir sind geteilt. Nous sommes divisés, nous sommes déchirés. Nous sommes déchirés entre, comme Maurice l'a dit à l'instant, le pacifisme profond des Allemands, qui n'est pas seulement celui des Allemands de l'Est, mais de tous les Allemands, la volonté d'être rassurés. Alors là, depuis longtemps, les Allemands ont compris qu'il n'y aurait pas de parapluie français pour les protéger des menaces extérieures. Donc, dès qu'on a peur de quelque chose, on rouvre le parapluie américain, on se réfugie dans les bras de l'Alliance. Ça, c'est une réaction immédiate. Mais à plus long terme, dans l'esprit de nos amis allemands, qui est toujours un esprit qui consiste à essayer quand même de prévoir l'avenir, ce que nous ne savons pas faire, il faut prévoir, il faut regarder ce qui va se passer dans 5 ans, il va falloir regarder ce qui passera dans 10 ans ou davantage. Il est clair que l'Ukraine n'est pas la Russie et que l'Allemagne a un devoir, c'est d'avoir une relation pacifiée, stable, harmonieuse avec la Russie. Ce que Schröder a tenté à sa façon, ce que Angela Merkel et son ministre des Affaires étrangères, qui est devenu le président de la République fédérale, ont tenté de poursuivre, ce que tous les Allemands continuent à avoir en tête. Alors, Maurice a très bien dit tout à l'heure que c'était pas facile pour le chancelier Scholz de diriger un pays avec une coalition de trois partis qui se détestent entre eux. Et il y a dans la coalition un 4e parti qu'on ne voit pas, c'est la Wirtschaft, c'est-à-dire c'est l'économie. C'est-à-dire toutes les grandes entreprises allemandes qui étaient unanimes à souhaiter la poursuite de la coopération avec la Russie et pas avec l'Ukraine. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelque temps vis-à-vis d'un autre pays qui nous est également cher à tous les deux, qui est la Chine. Nous avons tenté, Français et Allemands, nous avons tenté d'organiser un déplacement commun de nos deux dirigeants en Chine. Le chancelier Scholz a dit non, pas tout de suite, la Chine, les droits de l'homme,
ce qui se passe dans l'océan Pacifique, Taïwan, etc. Et puis il y a une ministre des Affaires étrangères verte qui est extrêmement agitée et féroce sur tout ce qui concerne le respect des droits de l'homme et le choix des bons et des mauvais partenaires. Donc le chancelier Scholz a dit au président de la République non, je ne veux pas aller en Chine avec toi maintenant, on va attendre un peu. Et un jour, nous apprenons qu'il y est allé, sans nous prévenir, alors que le président n'avait pas encore fait ses préparatifs pour y aller lui-même. Alors, je ne fais pas du tout de prophétie, mais je vois, alors dans le cas de la Chine, c'est tout à fait clair, c'est les milieux industriels, les grands groupes allemands qui ont un jour dit à M. Scholz, votre ministre verte des Affaires étrangères, elle est très sympathique, mais il faut aller en Chine, c'est notre principal client. Alors, vis-à-vis de la Russie, la question, elle est là. L'Allemagne est divisée entre des principes et des intérêts. Alors la chancelière Belnam a fait plusieurs fois les gros yeux, sans passer par la diplomatie, je le regrette, alors qu'il y avait quand même des exemples à cette tribune. Mais enfin bon, du coup j'ai capté le message. Et donc j'ai compris que c'était le moment de notre dernière séquence, qui est une séquence de lecture. Donc est-ce que notre lecteur est... Oui, voilà. Oui, beaucoup de mes lecteurs, avant d'ouvrir le livre, au moment où ils le prennent en main, me disent mais il a l'air gros, et puis alors ce titre, qu'est-ce que c'est que ce titre? Alors c'est le premier vers d'une poésie... Quand je pense à l'Allemagne la nuit. Voilà, quand je pense à l'Allemagne la nuit, c'est le premier vers d'une poésie, dans un recueil de poésie de Heinrich Heine. Oui, alors le titre c'est Denk ich an Deutschland in der Nacht. Quand je pense à l'Allemagne la nuit, Heinrich Heine est à Paris, réfugié, ou en tout cas exilé à Paris. Il est d'ailleurs très bien introduit dans le milieu romantique. Il est l'ami de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, de Lamartine, etc. Mais il pense à l'Allemagne. Il pense à l'Allemagne la nuit parce que sa mère est toujours à Berlin. Il a écrit d'ailleurs sur l'Allemagne les plus belles poésies, la Lorelai, et tout le monde le connaît, etc. Et il a écrit ce poème en une nuit, dans un mélange de mélancolie et d'amour pour l'Allemagne. Et j'ai toujours trouvé que cette poésie très belle. Et il s'est trouvé qu'un jour, le maire de Düsseldorf est la ville natale de Heinrich Heine, le maire de Düsseldorf m'a téléphoné en me disant « Nous fêtons le 150e anniversaire de la mort de Heinrich Heine, qui est mort en 1856. Est-ce que vous viendriez à Düsseldorf, dans le Grand Opéra, nous faire l'éloge de Heinrich Heine ?» Donc je suis venu, j'ai fait cet éloge, et une personne m'a dit « Ah, vous semblez aimer particulièrement cette poésie. Est-ce qu'un jour je pourrais faire une interview avec vous quand vous serez parti de Berlin? Est-ce que je pourrais vous poser la question, quand vous pensez à l'Allemagne la nuit, à quoi pensez-vous? Et la réponse, c'est ce gros livre. Bravo. Très belle explication, très belle mise en contexte. Et avant de commencer, pour conclure cette lecture à deux voix, Richard répétera le dernier quatrain. Nachtgedanken. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Si la nuit je pense à l'Allemagne, je me vois privé de sommeil, je ne peux plus fermer les yeux, ils se remplissent de chaudes larmes. Die Jahre kommen und vergehen, seit ich die Mutter nicht gesehen. 12 Jahre sind schon hingegangen. Es wächst mein Sehnen und Verlangen. Les années viennent et puis s'en vont. Depuis que j'ai quitté ma mère, 12 années déjà ont passé, renforçant désir et langueur. Mein Sehnen und Verlangen wächst. Die alte Frau hat mich behext. Ich denke immer an die alte Frau, die Gott erhalte. Désir et langueur se renforcent. La vieille m'a jeté un sort. Je pense toujours à la vieille. Que Dieu garde la vieille dame. Die alte Frau hat mich so lieb. Und in den Briefen
die sie schrieb, sehe ich, wie ihre Hand gezittert, wie tief das Mutterherz erschüttert. La vieille a tant d'amour pour moi que dans les lettres qu'elle m'écrit, elle a, je vois, la main qui tremble. Son cœur de mère en est troublé. Die Mutter liegt mir stets im Sinn. 12 lange Jahre flossen hin. 12 lange Jahre sind verflossen, seit ich sie nicht ans Herz geschlossen. Ma mère occupe mon esprit. Longues, 12 années ont passé, 12 longues années depuis que sur mon cœur je l'ai serré. Deutschland hat ewigen Bestand. Es ist ein kerngesundes Land. Mit seinen Eichen und Linden werde ich es immer wiederfinden. L'Allemagne a un fond éternel. C'est un pays robuste et sain, avec ses chênes et ses tilleuls, où je retournerai un jour. Nach Deutschland lächst sich nicht so sehr, wenn nicht die Mutter dort wäre. Das Vaterland wird nie verderben, jedoch die alte Frau kann sterben. Je n'ai pas tant besoin d'Allemagne que d'y venir saluer ma mère. Jamais patrie ne périra, mais peut mourir la vieille dame. Seit ich das Land verlassen habe, so vieles sanken dort ins Grab, die ich geliebt. Wenn ich sie zähle, so will verbluten meine Seele. Depuis mon départ du pays, beaucoup de ceux que j'ai aimés sont dans la tombe. Si je les compte, mon cœur se vide de son sang. Und zählen muss ich. Mit der Zahl schwillt immer höher meine Qual. Mir ist, als wälzten sich die Leichen auf meine Brust. Gottlob, sie weichen. Mais il faut bien que je les compte. Leur nombre augmente ma douleur, dansent les morts sur ma poitrine. Enfin, ils s'apaisent. Dieu merci. Gottlob, durch mein Fenster bricht französisch heißes Tageslicht. Es kommt mein Weib, so schön wie der Morgen, und lächelt fort die deutschen Sorgen. Dieu merci, le jour se réfracte à la belle clarté française. Voici ma femme qui, de son rire, chasse des Allemands le souci. Gottlob, durch mein Fenster bricht französisch heiteres Tageslicht. Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen, und lächelt fort die deutschen Sorgen. Il me reste à vous renvoyer vers les deux livres de nos invités. Claude Martin, Quand je pense à l'Allemagne la nuit. Maurice Gourdemontagne, Les autres ne pensent pas comme nous. Ils se feront un plaisir de vous les dédicacer à leur stand respectif. Je vous souhaite une bonne suite de salon. Je crois d'ailleurs qu'on va passer à la remise du prix, littéraire d'ici quelques instants. Donc voilà, le salon continue. Merci à nos invités, merci à Jean-Michel Delaconté et merci pour votre présence et votre attention.